Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Nous y sommes, plus que quelques jours avant le 24 avril, la délivrance, la révélation, le miracle ou la punition. Emmanuel Macron, de toute façon, je vous l'ai dit pour moi, va être réélu. Il va être réélu parce que de toute façon, on ne laissera jamais Marine Le Pen être au pouvoir pour éventuellement prendre le risque de se rendre compte que, en réalité, depuis tout ce temps, elle avait tiré au moins une leçon de 2017, c'est de ne pas dire ouvertement qu'elle souhaite quitter l'Union européenne. Référendum obligatoire. Donc le fait est, c'est que les mondialistes ne veulent pas prendre ce risque, et donc par conséquent, tout va être fait pour permettre à Emmanuel Macron d'être réélu. Ça n'empêche pas que, en effet, depuis une semaine, comme on s'en doutait, c'est la déferlante sur Marine Le Pen. Tout y passe, tout est dit, toutes les approximations, tous les clichés. On voit même des manifestations qui sont organisées. Manifestations qui ont eu lieu ce week-end, dont d'ailleurs on se rend compte que on se pose d'ailleurs cette même question, pourquoi avoir autant de véhémence finalement contre une personnalité politique et ne pas l'avoir eu contre Macron lorsque la pandémie a été un prétexte pour supprimer des libertés fondamentales à des compatriotes. C'est-à-dire quand même que c'est là toute l'ambiguïté de ces gens, c'est de vouloir montrer du doigt Marine Le Pen comme étant le fascisme, la dictature, le totalitarisme, alors que pendant plusieurs mois, vous avez vécu dans un régime qui a même été jusqu'à supprimer des libertés fondamentales à des Français. Sauf que ça, c'est ce qu'on appelle toute l'ambiguïté de la situation. Nous avons également des artistes, 500 artistes, qui ont appelé à voter Emmanuel Macron. Sauf que quand on lit les commentaires sur les réseaux sociaux concernant ces appels, beaucoup de Français, et cela fait plaisir, rendent compte quand même que ces artistes, on n'en a rien à foutre de leur avis. Surtout qu'en plus, ce sont des nantis, des privilégiés, qui plus est des gens qui travaillent dans le cinéma français, dans des films qui sont produits, coproduits, subventionnés avec de l'argent public. Qui plus est des artistes qui, pendant le Covid, s'étaient amusés à faire des vidéos depuis leur petite maison de campagne, bien au chaud, bien tranquille, à l'air pur avec leur jardin, et à expliquer des valeurs ou des moralités à des gens qui vivent dans un appartement avec 30 ou 20 ou 50 mètres carrés. Et ces mêmes artistes, dont certains d'ailleurs, ne sont plus des résidents fiscaux en France. Mais quand on est dans cette politique de prendre les gens pour des cons, autant continuer. Nous avons également le défilé de tous ces gens qui, pendant des mois, se sont évertués à nous donner des discours, plus de Macron, pas de Macron, au chiotte Macron, dehors Macron, Macron ceci, Macron cela, et qui aujourd'hui appellent à voter Emmanuel Macron. Ok. Et enfin, évidemment, ce dont j'avais déjà soulevé dans ma vidéo post-premier tour, qu'est-ce qu'il en est de l'électorat mélenchoniste? Quoique même quand je dis électorat mélenchoniste, j'ai envie de dire que je fais un pléonasme, parce que aujourd'hui, nous le savons, Jean-Luc Mélenchon a fait 22,9%, je crois, au premier tour, mais que dans ce 22,9%, il semblerait bien qu'il y ait au moins la moitié qui n'est pas un électorat mélenchoniste. C'est-à-dire que c'est un électorat qui a voulu voter contre Macron, mais qui ne voulait pas voter Marine Le Pen ou Éric Zemmour. Je ne parle même pas des autres candidats, puisque de toute façon, vu les campagnes de ces candidats, il faut vraiment être abruti ou crétin ou vivre sur notre planète pour voter pour ces gens-là. Et Jean-Luc Mélenchon, le parti des Insoumis, ont fait une consultation pour savoir si, dans l'électorat insoumis, donc là il s'agit bien de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, s'il préférait voter Mélenchon ou pas voter. Et le résultat est sans appel, plus de 66% sont pour une abstention. Abstention, soit par le vote blanc, soit par l'abstention.
Ce qui fait que, évidemment, Macron n'est pas très content parce que ça veut dire qu'il va perdre 2/3, au moins, de l'électorat Mélenchon, qu'il aurait peut-être pu récupérer contre Marine Le Pen. La sanction tombe. Tout d'un coup, depuis hier, on voit apparaître, on voit émerger sur les réseaux sociaux la collusion potentielle de Jean-Luc Mélenchon avec Emmanuel Macron. On a l'affaire de Ruffin qui ressort également et qui refait surface. Et on a même le Canard enchaîné qui nous fait un petit article sur la question. D'ailleurs, on est étonné que Mediapart ne soit pas sur le coup. Et donc, on est toujours, finalement, à la même case départ qu'il y a une semaine. C'est-à-dire que personne n'est capable aujourd'hui de dire, sur la part de l'électorat de Mélenchon, qui va voter Macron, qui va voter Marine Le Pen. Quelle est la proportion de gens qui ont voté Mélenchon par défaut, par dépit? Et dans l'électorat Mélenchon, dans l'électorat insoumis, qui sont ceux qui vont voter contre Macron. Alors, voter contre nature, mais à la limite, le vote est individuel. Chacun fait ce qu'il veut. Après, c'est une question de conscience. C'est une question de correspondre plus ou moins à ses idées ou à l'image qu'on se donne dans la société. Car oui, quand vous avez Ndoven qui dit que quand on est de gauche et qu'on veut voter Marine Le Pen, ça veut dire qu'il y a vraiment des cons en France. Mais non, monsieur Ndoven, c'est pas des cons, c'est des Français. C'est des Français qui ont des croyances, qui ont des illusions politiques, mais qui se sont rendus compte que ça fait depuis 30 ou 40 ans qu'on se fout de leur gueule. Donc aujourd'hui, ils ont le droit de voter. Ils ont le droit de voter ce qu'ils veulent. Ne vous en déplaise. Tout comme d'ailleurs, nous avons ces manifestations qui ont eu lieu, manifestations de jeunes. On a vu la Sorbonne occupée par des jeunes qui vous disent « on ne veut pas du second tour, ni Le Pen ni Macron ». Attendez, vous prétendez défendre la démocratie. Vous prétendez combattre les extrémismes, le fascisme, le Rassemblement national, Marine Le Pen, Zemmour. Vous détestez Macron. Et aujourd'hui, vous êtes en train de nous dire que vous ne voulez pas du second tour. Mais finalement, alors, vous êtes antidémocratique. Vous ne respectez pas le processus démocratique. Ou alors, vous êtes alors le parfait symbole de ce que nous appelons des idiots utiles, c'est-à-dire des hypersensibilisés, des immatures, des irresponsables, qui ne veulent les choses que selon ce que eux veulent, réfutant, refusant, accusant l'inverse, c'est-à-dire la liberté même d'une démocratie, d'avoir ses opinions, mais d'avoir également des gens qui ont d'autres opinions. Or aujourd'hui, cette jeunesse qui a été manifestée nous a fait la démonstration qu'elle estimait être détentrice d'une vertu qui n'autorise qu'une pensée, la pensée unique. La pensée unique est synonyme d'un certain totalitarisme, et donc d'un fascisme. Évidemment, quand vous commencez à expliquer ça, vous en avez certains, vous vous sentez derrière la tête avec, vous savez, une petite fumée. C'est-à-dire que là, il y a un plomb qui a sauté. Et c'est ça qui est formidable. C'est qu'on se rend compte qu'on est en train de voir des gens qui sont en totale contrariété avec ce qu'ils ont pu prétendre il y a quelques semaines ou il y a quelques mois. C'est-à-dire qu'on a une totale inversion des valeurs. Tout ça pourquoi ? Pour bien correspondre au discours officiel, pour bien correspondre à la politique officielle, pour bien correspondre à l'idée officielle, ne pas laisser le fascisme prendre le pouvoir en France. Donc, votons contre. Oui, mais vous avez voté pour Macron. Ah oui, mais on ne veut pas de Macron non plus. Ah, si vous ne voulez pas de Macron, il faut voter Marine Le Pen. Oui, mais on ne veut pas Marine Le Pen non plus. Donc votez pas. Oui, mais on veut voter. Votez abstention. Oui, mais on veut voter contre Macron. Votez Le Pen.
Oui, mais on ne veut pas des extrêmes. Bienvenue en France, qui est désormais l'un de ces pays américanisés par l'irresponsabilisation et l'infantilisation, la société des plaisirs. Je veux ce que je veux, je déteste ce que je déteste. Par défaut, il faut que les autres aiment ce que j'aime et détestent ce que je déteste. Le moi-je, le nombrilisme, l'égoïsme, l'hypocrisie. J'ai envie de dire que finalement, quel que soit le résultat du second tour, nous allons avoir un fossé qui est en train de se creuser entre une France qui va être sacrifiée, mais si elle prend conscience du sacrifice auquel elle va être destinée, elle risque d'être violente, elle risque de réagir brutalement, elle risque de faire couler le sang. Et en face, une France de privilégiés, d'hypocrites, d'arrivistes, d'ignorants, de pleutres, de bourgeois à la fois de gauche comme de droite, qui va tout faire pour être en collusion avec le pouvoir, suivre les ordres du pouvoir, mais qui forcément tôt ou tard vont se retrouver en face de l'autre France, et tout d'un coup ne va pas comprendre ce qui lui arrive. C'est un peu comme tous ces gens qui croient qu'ils ont la liberté de faire ce qu'ils veulent comme ils veulent, sans règles, sans loi, sans limite, sans frontières, sans ligne rouge à ne pas dépasser. Mais que par leur hyper-conviction d'avoir toujours raison, finissent par dépasser ces limites. Et finalement, de se rendre compte qu'ils sont dans une abstraction totale des réalités, le jour où ils se rendent compte qu'ils sont en face de gens qui vont leur apprendre ce qu'est la réalité. On a récemment des images qui circulent sur la foire du trône, où certains événements fâcheux se sont produits, et qui confirment certains discours politiques. Ces mêmes discours politiques que l'on considère être des discours fascistes. On a pu voir, à Paris, les extinctions rébellions qui ont décidé de prendre lieu et place. Une même stratégie qu'on a pu voir aux États-Unis, dans certaines grandes villes américaines, plus particulièrement de l'Ouest, avec les BLM. Et aujourd'hui, ces villes sont dans un caca énorme, puisque tout le monde veut les quitter. On a vu des manifestants tenir des pancartes, tenir des propos incohérents, irréels, utopistes, mais dont ils sont convaincus. Donc c'est pour ça que je vous dis que qui que ce soit sera élu. Que ce soit Marine Le Pen, avec son intention peut-être certainement de vouloir faire un Frexit. Aura-t-elle véritablement le courage de dire aux Français, attention, si on quitte l'Union européenne, ça va être dur, ça va être compliqué. Il va falloir faire preuve de courage et de ténacité. Alors peut-être que ça sera vrai dans la France profonde, dans la France des petits villages, des petites villes. Mais ça sera certainement faux dans les grands centres urbains, où les Français de ces centres urbains sont généralement des Français qui veulent tout faire pour préserver leur petit confort. Et en ce qui concerne Emmanuel Macron, je pense qu'il est très clair que nous savons déjà ce qui nous attend. Enfin, ce qui vous attend. Parce que moi, personnellement, je suis aux États-Unis, donc quoi qu'il se passe en France, vous comprendrez que je compatirai, mais je n'en serai pas victime. Et il y a une chose formidable. Il y a un sondage qui a été fait. Alors les sondages, on en a plein. Tiens, d'ailleurs, je vous mets ce petit sondage qui a été fait sur Twitter. Ce petit sondage qui a été fait sur... Alors il y a au moment où j'ai fait cette capture d'écran, c'était un sondage qui était actif depuis 4 jours, et il y avait déjà près de
44 000 personnes qui ont voté. Mais il y a un autre sondage où là, c'est 3005 personnes qui met évidemment Emmanuel Macron en tête du second tour. Voilà. Et il y a un sondage donc, qui a démontré qu'il y avait 58% des plus de 65 ans qui sont d'accord avec le fait de repousser l'âge de la retraite à 65 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça veut dire qu'il y a 58% des personnes âgées de plus de 65 ans, donc à la retraite, qui sont d'accord pour pousser l'âge de la retraite, c'est-à-dire obliger les plus jeunes à bosser plus longtemps, pour leur permettre à eux de continuer à avoir leur rente, leur pension. Moi, j'appelle ça sacrifier la jeunesse. Moi, je ne sais pas comment vous interprétez ça, mais c'est-à-dire que moi, je suis à la retraite, je veux garder mes avantages, donc si on veut obliger les gens à bosser jusqu'à 65 ans, moi, je suis d'accord. Parce qu'à la limite, je m'en fous, puisque moi, je suis à la retraite. Quel élan de solidarité! 58%. Donc c'est pour ça que je vous dis, je pense que malheureusement en France, pour remettre les pendules à l'heure, il faut une révolution. Il faut une insurrection. Il faut reprendre le pouvoir. Et pour reprendre le pouvoir, évidemment, il y a certains principes. Déjà, premièrement, ne jamais en parler sur Internet. Ne jamais en parler sur les réseaux sociaux. Ne pas en parler du tout. Faire les choses le plus discrètement possible, le plus secrètement possible. Une des choses prioritaires, c'est de monter évidemment une organisation, une sorte de comité, une sorte de conseil national de sauvetage de la République, une sorte de conseil, de comité de salut public, qui en priorité devra se trouver des alliances dans l'armée. Parce que toute révolution, quelle qu'elle soit, ne pourra pas se faire sans l'armée. Et quand je dis l'armée, c'est aussi la gendarmerie et au mieux la police nationale. Si une fois cette organisation s'assure l'action, l'assistance de l'armée, dans ce cas-là, cette révolution, elle durera quelques jours. Et le rôle de la police, ce sera surtout aux frontières physiques, frontières aériennes, de filtrer et d'arrêter tous ceux qui voudraient éventuellement échapper à leurs responsabilités. Parce qu'évidemment, si on fait une révolution, il faudra donner des têtes au peuple. Il faudra mettre des responsabilités en évidence. Et donc, faire comme ont fait nos ancêtres de la Révolution française, faire tomber des têtes par le biais de tribunaux populaires nationaux. Ça sera violent, ça sera brutal. Il y aura aussi certainement des injustices, parce que rien n'est jamais parfait. Il y aura certainement des règlements de compte. Il y aura certainement des innocents qui seront coupables. Et des coupables que certains réussiront à faire passer pour des innocents. Mais au moins la France peut-être donnera une lueur, pas seulement aux Français, mais au monde entier. Au monde entier sur le fait que la France est en train de s'émanciper du pouvoir des mondialistes. Seulement évidemment, ce que je viens de vous dire là, peut-être que ça va me valoir un bannissement de YouTube. Très sincèrement, je pense que ça n'arrivera pas, vu que nous ne sommes pas très nombreux sur cette chaîne. Et que par conséquent, je ne touche que très peu de gens. Mais je pense que lorsque Macron sera réélu, il faudra commencer à y réfléchir. Il faudra y penser. Il faudra analyser. Il faudra essayer de structurer les choses de telle manière à ce que des gens se retrouvent sur certains principes, certaines valeurs, certaines règles, pour comprendre l'évidence. Cette évidence qui
malheureusement, aux yeux de certains Français, ne le sera pas. Ils continueront à manifester dans les rues. Des manifestations qui subiront de plus en plus le coup de la loi, où on resserrera les étaux sur le fait que toute manifestation devrait obligatoirement être déclarée et avoir une autorisation préfectorale. Si elle n'est pas autorisée et interdite, eh bien elle subira systématiquement la répression. C'est la loi. On pourra crier au totalitarisme, au fascisme. Mais vous n'avez rien fait contre. Les législatives, oui, bien sûr. Les législatives sont aussi un moyen de peut-être contrer Macron, de l'empêcher d'avoir une majorité. Si on empêche à Macron d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale, sauf que malheureusement ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, pourquoi? Tout simplement parce que aujourd'hui ils sont à la tête des partis politiques, une majorité de merde. Ces mêmes merdes d'ailleurs qui se sont rapprochés de Jean-Luc Mélenchon pour dire « Oh allez Jean-Luc, allez sois sympa, il faut qu'on se fasse une unité de gauche écologiste pour qu'on soit plus fort pour les législatives, etc. » Vous rendez-vous compte? Ce sont ces mêmes gens que lorsque Mélenchon a tâté du pied pour faire une coalition de gauche écologiste, il s'est fait chier dessus. Il s'est fait cracher dessus. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes qui lui ont craché dessus et qui lui ont chié dessus, qui viennent lui tapoter sur l'épaule en disant « Allez, Jean-Luc, s'il te plaît. » Eh ben, je suis désolé, mais Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit « Mais allez crever. Allez mourir. Allez vous faire foutre. » Je ne suis pas Jean-Luc Mélenchon, mais au moins là-dessus, il est carré. Il est d'autant plus carré qu'il est dans une position où, pour lui seul et pour son parti, il a une grosse carte à jouer. Alors c'est pas pour partager avec des gens qui l'ont poignardé dans le dos pendant des mois et qui maintenant voudraient faire copain-copain avec lui, sous prétexte de lutter contre le méchant démon, le méchant antéchrist. Et d'ailleurs, au sein même des Insoumis, il y a une députée insoumise qui a dit une chose tout à fait juste. C'est qu'aujourd'hui, tous ces partis qui ont fait moins de 5%, que ce soit, et plus particulièrement visés évidemment, les socialistes et les écologistes, eh bien aujourd'hui doivent assumer leurs responsabilités. Sauf que apparemment, ça n'a pas l'air d'être le cas. Quand on voit les écologistes, quand on voit les militants, certains des hauts dignitaires de Europe Écologie Les Verts, mais ils se font taper dessus sur les réseaux sociaux. Mais non, ils continuent à y croire. Ils continuent à vous faire la leçon. Combien vous avez fait là au premier tour? Il y a un moment donné, il faut réfléchir. Il y a un moment donné, vous aurez plus de respect des Français en admettant vos erreurs, en admettant vos approximations, en admettant vos conneries, que de continuer à jouer la carte. Ah oui, mais nous sommes les dignitaires, les représentants des écologistes. Nous sommes l'écologie. L'écologie, c'est important, c'est pas uniquement que la France, c'est le monde entier. C'est l'espèce humaine que nous voulons défendre. Oui. Ben, votre combat ne représente pas 5% à un premier tour d'élection présidentielle. Donc, du coup, vous ne représentez rien. Après, vous pouvez accuser les Français d'être des cons, des bouseux. C'est tellement plus facile. Sauf que, si ça pouvait encore fonctionner il y a quelques années, aujourd'hui, ça ne marche plus. Ça ne marche plus parce que, aujourd'hui, les résultats sont là. C'est que si aujourd'hui, il y a des partis politiques ou des personnalités politiques qui peuvent se prétendre être représentatifs d'une portion non négligeable de la population française, c'est en effet Macron, Le Pen et Mélenchon. Tous les autres, vous ne représentez rien. Pour la rigueur, peut-être Zemmour, avec son petit 7%, mais 7%, c'est même pas 10%. Même si peut-être, si Zemmour conserve son parti politique, si Macron est élu,
peut-être que Zemmour, avec le temps, va pouvoir renforcer son parti politique. Parce que si Le Pen échoue, elle échouera pour la deuxième fois. Échouer une deuxième fois, il y a un moment donné où il faut passer la main. Vous avez essayé, vous avez tenté, vous avez échoué. Vous avez retenté une deuxième fois. Vous aviez une opportunité pour une seconde fois. Et vous avez échoué. Alors évidemment, il y en a certains qui vont dire, oui, mais elle échouera, mais dans de mauvaises conditions, dans des circonstances particulières. Oui, sauf que le problème, c'est qu'après 5 ans de Macron, on arrive au second tour. Mais si les Français en avaient vraiment gros sur la patate, si vraiment les Français en avaient marre de Macron, si les Français étaient véritablement conscients en bon sens, en réalisme, mais Macron n'aurait déjà même pas passé le premier tour. Donc c'est qu'il y a bien un problème. Que le problème qu'il y a en France, eh bien finalement c'est peut-être pas si loin du problème qu'on a aux États-Unis. C'est-à-dire un peuple qui a été fracturé. Et qui, si Macron est réélu, eh bien sera fracturé de façon définitive. La seule différence avec les États-Unis, c'est que la France, c'est un peuple considéré comme unique et indivisible. Or là, on pourra dire que Macron aura une victoire, une grande victoire, celle d'avoir réussi à diviser un peuple qui est censé être indivisible. Pour terminer cette vidéo, je vais rapidement revenir sur un phénomène dont j'avais déjà parlé et qui commence déjà à avoir un petit peu d'effet, mais dont d'ailleurs les médias français n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas parce qu'ils savent que Macron va être réélu et que dès le mois de mai, ils vont vous trouver la reprise de l'épidémie, des contaminations. Hop, et je remets le pass vaccinal. Ce pass vaccinal qui n'est qu'un prologue. J'espère que vous en êtes conscient de ce dont je vous ai déjà parlé, sur le fait du crédit social. Ce fameux crédit social à la chinoise, ils en rêvent et ils le mettront en place. Ils le mettront en place progressivement. Ils intégreront, ils vous feront accepter, vous trouveront votre consentement. Enfin, quand je dis votre consentement, c'est pas le vôtre directement, c'est celui de vos représentants. Le Parlement. Si Macron réussit à avoir une majorité parlementaire, bon courage. Non, ce dont je vais vous parler, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, alors, la doxa fédérale de la vaccination, de la 3e, de la 4e, de la 5e, de la 12e, de la 25e, de la 165e dose continue, mais n'a absolument plus aucun impact sur l'opinion. Tellement pas d'impact que certains médias sont conscients qu'aujourd'hui, l'affaire de la FDA, je rappelle, la FDA, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est la Food and Drug Administration, c'est l'administration fédérale qui s'occupe des agréments, des autorisations et des homologations en matière sanitaire et de santé. Pour la petite histoire, je vous rappelle, normalement, à la fin de cette année, c'est Moderna qui devra pouvoir accéder à une demande d'homologation permanente. Contrairement à Pfizer, qui elle ne pourra le faire que l'année prochaine. Mais comme Pfizer est en bonne place et ne veut pas se faire damner le plion par Moderna, a réussi à convaincre la FDA, de par les premiers résultats, de par les premiers bilans des vaccinations, à recevoir une homologation temporaire. Homologation qui devait permettre à l'administration Biden de pouvoir lancer un processus d'obligation vaccinale. Sauf qu'évidemment, le projet est caduque, puisque la Cour suprême des États-Unis, sur la première vague de ce projet d'obligation vaccinale, a été retoquée. Et donc là, on laisse tomber, pour l'instant, l'obligation vaccinale est décidée à l'échelle locale, parfois par certains comtés, dans certains États. Actuellement, il n'y a pas d'État qui s'aventurerait à faire de l'obligation vaccinale, mais il y a certains comtés,
comme je crois dans le Michigan, il y a un comté qui a décrété l'obligation vaccinale, alors uniquement pour les personnes de la fonction publique, mais pas pour l'ensemble des Américains. Et donc particulièrement pour les personnels de santé également. Et du coup, donc, cette obligation vaccinale tombe à l'eau. Mais entre-temps, alors je le rappelle, peut-être pour ceux qui avaient vu la vidéo, je vais peut-être me répéter, mais pour ceux qui découvrent cette affaire, eh bien, je vous fais un petit résumé historique. Il y a eu des questions qui se sont posées au niveau de la FDA. Comment se fait-il que la FDA ait donné une homologation temporaire à Pfizer alors que ces tests ne se terminent qu'en 2023, si ce n'est évidemment pour donner option à Moderna sur la possibilité d'avoir une homologation, c'est-à-dire à la fois d'être vendu officiellement sur le marché, mais aussi de pouvoir permettre à des États de légiférer sur potentiellement une obligation vaccinale. Et il y a eu des interrogations. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui a déterminé, qu'est-ce qui a été le déclencheur au niveau de la FDA de donner cette homologation? Sur quels critères? Sur quelles études? Sur quels résultats? Sur quel bilan? Qui a fait les bilans? Qui a fait les études et les analyses sur une année de vaccination en Pfizer? La justice a été saisie. Face à ces éléments, face à ces interrogations légitimes, la justice américaine a décidé que la FDA devait publier l'ensemble des documents liés à cette homologation et liés plus particulièrement à tout ce qui a pu avoir eu à faire avec Pfizer sur le vaccin Covid-19. Évidemment, la FDA, très gênée, a fait appel. Et cet appel a vu l'émergence, lors de la procédure, d'avocats conseillers de Pfizer, avec ceux de la FDA. Certainement qu'ils avaient l'intention d'essayer de faire traîner le processus, sauf que la juridiction, voyant à la fois les avocats ou les représentants de la FDA, assistés par des avocats et des conseillers Pfizer, s'est dit il y a anguille sous roche. C'est toujours le problème un peu avec la justice, c'est que lorsque vous avez des jeux d'influence pour savoir quel juge va être mis en place pour pouvoir traiter cette affaire, eh bien il semble que là, les lobbying et les influences n'aient pas fonctionné. Et donc la FDA et Pfizer se sont retrouvés en face d'un juge qui leur a dit, non seulement je confirme la première décision, mais en plus j'augmente le nombre de documents que vous allez devoir obligatoirement publier par mois. Aujourd'hui, la FDA est obligée de publier 55 000 documents par mois. Et on a eu les premiers documents au mois de mars. Et dans ces premiers documents, eh bien, ça commence à foutre un peu le bordel. Tout simplement parce que dans ces documents, on se rend compte que Pfizer, dans ses études de laboratoire, dans ses tests, avait déjà connaissance des risques potentiels majeurs d'effets secondaires, avait déjà connaissance de certaines pathologies sur lesquelles il fallait faire très attention, mais pour lesquelles d'ailleurs il n'y a pas eu d'études complémentaires. C'est-à-dire qu'ils avaient la suspicion qu'il pouvait y avoir des problèmes. Mais comme ils étaient pressés par le temps, comme nous étions en pandémie, il fallait urgemment mettre à disposition un produit. Que ces documents commencent à amorcer, je dis bien commencent à amorcer le fait que Pfizer et la FDA ont validé l'argument de l'efficacité de 92% du produit Pfizer. Alors qu'en réalité, les documents des tests effectués par Pfizer démontraient qu'il n'en était point à ce point de 92%. Et qu'aujourd'hui, les suivis qui sont faits tentent à démontrer qu'en effet, pour des personnes en bonne santé, plus ou moins, les chances que le vaccin fonctionne, les chances qu'il soit protégé contre une forme grave de Covid-19 est en effet de 92%. Mais que pour tout le reste de la population,
qui, sans le savoir ou en ayant connaissance, ont des pathologies particulières, ont des antécédents médicaux, ont des problèmes de par leur mode de consommation, ou des problèmes génétiques, ou des problèmes de maladie, ou etc., etc., etc. Eh bien, les conséquences peuvent être graves. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les documents tentent à démontrer que Pfizer et la FDA américaine étaient parfaitement au courant des risques majeurs que pouvaient encourir certaines personnes avec des signes avant-coureurs de problèmes ou de pathologies particulières. Ils savaient que chez des individus qui n'avaient pas forcément été dépistés sur certaines maladies ou certains problèmes de santé, eh bien le vaccin risquait de déclencher ou d'accélérer les processus. Et preuve en est des conséquences de ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Vous avez l'Agence européenne de la santé qui commence à revenir un petit peu sur ses pas dans la dogmatique politique de vaccination Pfizer. Preuve en est, c'est que si aujourd'hui on milite encore sur la 3e dose, on se rend compte que certains fanatiques sont aujourd'hui dans l'express de faire passer immédiatement et très rapidement des textes pour obliger la vaccination des 5-11 ans. Parce qu'ils savent qu'avec ce qui est en train de se passer aux États-Unis, il va y avoir un moment donné où d'ici peut-être 1 ou 2 ans, voire peut-être quelques mois, des procès ou des actions judiciaires vont être organisées par des communautés, par des organismes, par des associations, avec des preuves irréfutables qu'il y a eu mensonge, qu'il y a eu manipulation, qu'il y a eu mise en danger de la vie d'autrui, de par la responsabilité des autorités sanitaires et de fait des gouvernements. Comme je vous l'ai dit, même le docteur Fauci, le prêtre, le gourou de la vaccination et de la pandémie aux États-Unis, a admis qu'en effet, il y a certaines incertitudes sur la réelle efficacité du vaccin. Mais comme on n'a rien d'autre, on n'a pas mieux. Il faut garder confiance envers ce produit. Donc vous voyez ce qui est assez amusant, c'est que finalement la guerre en Ukraine, l'élection présidentielle, occupe 99% du terrain médiatique, si bien que cette affaire, vous n'en entendez pas parler. Tout comme d'autres affaires d'ailleurs. Parce que, tenons-nous pour dire, l'affaire McKinsey aurait été une affaire d'État qui aurait pu faire très rapidement chuter Emmanuel Macron. Donc si vous rajoutez derrière un scandale sanitaire dans lequel McKinsey est impliqué, vous comprendrez pourquoi, quand je dis tout à l'heure que si Macron est réélu, il n'y aura pas d'autre choix que d'échapper à son totalitarisme et à son autoritarisme que la révolution, que l'insurrection. Parce que si vous le laissez faire, la France est morte, la République est morte, et vous serez vendu au fascisme européen, vendu au totalitarisme et à l'hégémonie américaine, qui pourrait éventuellement vous pousser à la misère, au dénuement, à la pauvreté, sous le prétexte de participer et de contribuer à motiver et à préserver le monde libre. Pour terminer, vous avez sans doute entendu parler de cette petite information qui concernait un projet, celui de vous retirer la propriété d'un terrain. C'est-à-dire vous resterez propriétaire de votre maison, sauf que le terrain sur lequel votre maison a été construite, eh bien vous n'en serez plus le propriétaire. L'argument fallacieux qui a été trouvé, c'est que ça permettrait de réduire les coûts d'accès à la propriété.
Rendez-vous compte, les gens qui voudraient être propriétaires d'une maison, mais qui ne peuvent pas actuellement parce que c'est trop cher, eh bien grâce à cette loi, on leur permettra de pouvoir devenir propriétaire, parce que devenir propriétaire deviendra moins cher. Mais en réalité, vous sacrifiez votre liberté de posséder. Parce qu'en réalité, vous posséderez une maison. Mais qui possédera votre maison, si ce n'est l'État, puisque votre maison sera sur une propriété d'État. Et que cette propriété d'État, dans ces conditions, dans ces petits caractères contractuels, aura la possibilité demain, si vous êtes trop perturbateur, si vous êtes trop dissident, si vous êtes trop réfractaire, vous dire, ah bah désolé, nous avons un projet de construction, donc votre maison, il faut qu'elle dégage. Donc on est prêt à vous payer un dédommagement, mais un dédommagement au prix du marché et de l'état de votre maison. Et là, vous verrez évidemment agir comme ces fameux experts d'assurance qui vont aller chercher la moindre petite bête, le moindre petit défaut, la moindre petite certification que vous n'avez pas faite ou que vous avez oublié de renouveler pour faire baisser le prix et la valeur de votre maison et finalement ne pas récupérer ne serait-ce que les 2/3 au moins de votre investissement initial. Et finalement finir par vous ruiner. Après, quand on me dit que Marine Le Pen, c'est le fascisme, c'est l'extrême droite, etc., c'est là qu'on se rend compte qu'il y a vraiment des gens qui sont à côté de la plaque. Mais qu'aujourd'hui, essayez de leur expliquer ça, même ça, quand vous leur expliquez, vous leur montrez, vous le démontrez, vous leur mettez les preuves sous le nez, non, déni absolu. Un déni qui est motivé par la peur de se rendre compte qu'ils étaient dans l'erreur, la peur de se rendre compte qu'ils ont été manipulés depuis le début. Mais comme ce sont des orgueilleux, comme ce sont des pleutres qui ne veulent pas perdre le petit confort de leur petite vie, eh bien ils vous accuseront d'être des fascistes, des extrêmes droites, des racistes, des antisémites, des islamophobes. Même islamophobie d'ailleurs, et je vais vraiment là, cette fois-ci terminer là-dessus, si vous avez suivi un petit peu ce qui s'est passé avec certains comités de l'islam de France, et même les frères musulmans, qui ont demandé à voter Macron. Sauf que le problème, c'est que il semblerait que dans certaines communautés musulmanes, il y a énormément de musulmans, et surtout des musulmans modérés, c'est-à-dire des musulmans pas forcément religieux, plutôt des musulmans laïcs, qui ne voteront pas Macron. Et peut-être qu'ils voteront Marine Le Pen. Et si dans vos entourages, vous connaissez des Algériens, mais des vrais Algériens, discutez avec eux, vous verrez ce qu'ils vous diront. C'est très passionnant. Sur ce, soyons patients, n'ayons pas trop d'espoir, préparez-vous, et à très bientôt.